qui écrit, mais avant lui, vous avez Geoffroy Kwao, que vous connaissez, voilà, qui écrit que contrairement, il dit bien, hein, contrairement à ce qu'on pense en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il écrit. Le chef de l'État n'est pas le souverain dans une république. Ça, c'est Geoffroy Kwao qui est. Donc, il nous en donne la leçon. Gilbert Ndoro, là, qui est aux États-Unis, écrit que dans les pays d'Afrique francophone, ce n'est pas que les individus pensent que le président est le souverain, c'est pas ça. C'est qu'en réalité, c'est le président qui est le souverain, alors qu'ils sont dans une république. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous et moi, nous savons qui a la réalité du pouvoir, qui est le vrai souverain. Le peuple de Côte d'Ivoire qui est dehors là, il n'est pas souverain. Lui-même, le peuple là, il sait qui est souverain ici. Il le sait. Je pense que quand on regarde la Constitution, c'est non, la Constitution est non. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Le Rendez-vous des Champions. Alors aujourd'hui, nous évoquons un sujet très important, notamment la question de la réforme des élections en Côte d'Ivoire. Et nous sommes accompagnés du docteur Agoubli, qui fait partie de ces personnes qui ont eu à proposer des réformes en Côte d'Ivoire, notamment la question du Haut Conseil électoral. Nous allons aborder ça avec lui dans toute sa splendeur. On va également parler de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Après plus de 66 ans d'existence, quelles sont les avancées majeures en Côte d'Ivoire en termes de souveraineté? Voilà, ça sera le but de notre podcast aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour cher Yann. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. Merci de me recevoir. Pas de souci. Nous, on vous dit également merci pour l'invitation. Alors, j'ai envie de vous demander, d'entrée de jeu, c'est quoi le Haut Conseil électoral? Oui, le Haut Conseil électoral, c'est un projet, c'est une idée. Ce n'est jamais qu'une proposition. Jamais qu'une proposition que nous avons faite parce qu'il faut se souvenir que sous l'impulsion de Madame Simone Ihvé-Gbagbo, qui est la présidente du MGC, depuis la fin de l'année 2023, nous avons commencé à réfléchir sur le cadre général de l'organisation des élections. Et le groupement qui avait été formé en son temps a évolué en intégrant diverses forces à la fois politiques et de la société civile pour donner lieu à la CAP Côte d'Ivoire. Et le grand leitmotiv de la CAP Côte d'Ivoire, c'était d'obtenir un dialogue politique national apaisé en vue d'adresser les questions qui grèvent l'organisation de l'élection en Côte d'Ivoire. Vous êtes contemporain des faits, vous êtes témoin de la situation, vous avez pu voir dans quelles circonstances l'élection de 2025 s'est passée, qui montre qu'on n'a pas réussi à faire asseoir autour de la table à la fois le gouvernement et puis les forces d'opposition et de la société civile. Donc nous avons saisi l'opportunité de la dissolution de la CEI, Commission électorale indépendante, depuis le 6 mai, si mes souvenirs sont exacts, de cette année même 2026, pour relancer notre demande, notre initiative, mais cette fois-ci en allant un peu plus avant, en faisant la proposition d'un nouvel organe, c'est-à-dire le ICE, que vous avez présenté justement comme le Haut Conseil électoral, qui est un instrument, de notre point de vue, qui peut nous permettre effectivement de sortir de toute la longue série de crises que le pays a connues. Effectivement, parce que les 30 dernières années. Oui. Effectivement, vous avez fait une vie un peu holistique de ce Haut Conseil, mais de façon concrète. Ouais. C'est quoi le Haut Conseil? Qu'est-ce qui comporte ce Oui, donc c'est un projet qui a, disons, 2 sinon 3 principes. D'accord. Qui consiste à dire que l'élection appartient, n'est-ce pas, aux citoyens. D'accord. Elle est le fruit, donc l'élection, du suffrage, donc de l'expression de la volonté, le peuple qui exprime sa volonté
de donner le pouvoir dans un cadre républicain, puisqu'on n'a pas le pouvoir en propre, on a le pouvoir parce que les gens ont voté pour vous, le pouvoir qu'ils ont, ils vous l'ont donné. Donc c'est le peuple, c'est le citoyen qui donne le pouvoir. Donc nous disons, contrairement à la tradition ivoirienne, qui consiste, je ne sais pas pourquoi, à penser que les politiciens sont seuls légitimes en tout, nous pensons que la première légitimité, la plus grande, elle appartient aux citoyens. Donc en faisant le HCE, nous disons, il faut donner aux citoyens les clés de l'organisation de l'élection. C'est pourquoi nous avons pensé à une structure qui tourne autour du citoyen, donc avec 11 personnes triées sur le volet qui appartiennent à des organisations de la société civile, notamment la chefferie traditionnelle, les religieux, l'ordre des avocats, les enseignants universitaires, les organisations de planteurs, ainsi de suite. Vous avez une série d'organisations comme ça à qui nous disons désigner en votre sein des représentants qui vont être validés par une commission spéciale de l'Assemblée nationale de sorte à être investis de la confiance de tous pour aller désigner le vote. Donc une fois que comment ces représentants seront désignés au sein de leurs différentes entités? Alors, je vais prendre le cas, par exemple, de l'université, qui est un cas que je connais bien. Donc, nous disons que chaque organisation doit désigner 3, sinon 5 personnes. Donc, au départ, là, quand vous êtes des universitaires ivoiriens, vous vous regroupez en votre sein, vous lancez un appel à candidature en votre sein, puisque l'ouverture se fait par la commission spéciale de l'Assemblée nationale dont on a parlé, qui regroupe un membre de chaque groupe parlementaire. Donc, c'est pas toute l'Assemblée nationale. Le RAGP a un groupe parlementaire, un membre. Le PDCI a un groupe parlementaire, un membre. On a 2 groupes parlementaires, donc un équilibre parfait de toutes les forces, indépendamment de la taille des groupes parlementaires. Okay. Donc, premièrement, donc cette commission nationale, c'est à partir d'elle que tout s'enclenche. Décide que les corps constitués qui sont concernés doivent désigner 3 ou 5 personnes en leur sein. Et donc, les universitaires, par exemple, c'est un corps parmi les autres, les universitaires se réunissent et ils décident que je vais donner des noms, par exemple, ceux qui me viennent en tête, dire, par exemple, professeur Koulibaly, Jean-Marie Kouakou, je sais pas moi, Ekanza, tel ou tel autre, Alger et Kougoun. Enfin, ce sont des noms comme ça qui me reviennent. Dis, bon, nous avons regardé, d'abord, vous fournissez vous-même. Si vous êtes intéressé par la candidature, vous fournissez votre dossier de candidature, vous le déposez, vous avez votre CV, vous avez votre diplôme, vous avez une série de documents que vous déposez. Et donc, au vu de l'analyse de ce dossier, vos pairs vous élisent. Au départ, donc, vous êtes 3 ou vous êtes 5. Et le dossier est donc transmis à cette commission spéciale de l'Assemblée nationale, là, laquelle le transmet maintenant devant des instances qui sont chargées d'enquêter sur la vérité de votre CV, sur... il faut faire des enquêtes de moralité. Oui, bien sûr. Oui, vous dites que vous avez eu, je sais pas moi, une agrégation en telle année. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier. Vous dites que vous avez produit tel nombre d'articles. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier. Vous réclamez diplômé de Harvard, je sais pas quoi. Donc, chaque fausse déclaration vous élimine, de fait. C'est pour cela que on prend, par exemple, chez les universitaires, une seule personne, mais par prudence, vous avez 5 candidats. Et donc, le dossier suit son cours. Et l'enquête est administrative, mais elle est pénale sans que les résultats de cette enquête pénale ne soient dévoilés au grand public. De sorte que quelques détails qu'on a découverts dans tout votre parcours qui vous mettent en délicatesse devant cet exercice si important que vous allez faire pour la nation, eh bien, vous élimine de fait. Donc, quand tous les corps ont ainsi désigné leurs représentants et qu'on a donc vu que les enquêtes n'avaient rien révélé de compliqué, alors... Mais est-ce que ces personnes qui seront choisies dans cette entité-là auront un mandat bien défini? Oui, ça c'est quand le choix est validé définitivement. Il y a une dernière étape. Okay. Vous allez à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête et vous êtes auditionné en public le temps qu'il faut. Vous êtes auditionné en public, retransmis en direct à la télévision nationale. Donc, on va vous demander comment vous tranchez des litiges, comment vous réfléchissez à la nation, qu'est-ce qu'elle doit être, comment elle doit être, votre relation, votre rapport aux élections, ainsi de suite. Toutes ces questions-là vous sont posées.
Et c'est à l'issue que cette commission qui est souveraine va désigner donc la personne du groupe social qui donc c'est toute une chaîne de valeur qui intervient. Maintenant, vous dites, quand ces 11 personnes sont désignées, quelles sont leurs missions? Donc oui, il y a une série de missions. Donc elles sont souveraines pour organiser en tout point l'élection. Donc, il n'y a aucune interférence ni du gouvernement, ni de l'État, ni de qui que ce soit. C'est un peu, je prends souvent l'image du juge de la Cour suprême aux États-Unis et pour mobiliser un concept qui appartient au domaine du religieux, du sacré, ce sont des personnes qui sont consacrées. Donc, ce sont des personnes qui sont mises à part, qui ont les pleins pouvoirs pour trancher toute question électorale. Donc voilà un peu comment... Donc ces personnes qui seront élues dans cette entité-là n'auront plus droit à exercer quelque part. Oui, bien sûr, puisqu'elles n'exercent pas d'autres mandats que celui d'organiser effectivement les élections. Mais ça sera pendant le mandat. Non. Nous avons dans le cas de notre projet, ces personnes sont inamovibles. D'accord. Et elles exercent ce mandat à vie. Voilà. Dans le cadre de notre projet. Mais est-ce que quelque part, il n'y aura pas peut-être la corruption après? Parce que mettre quelqu'un à vie dans une entité, moi, je m'interroge. Est-ce que quelque part... Alors, j'ai pris deux exemples. J'ai pris l'exemple du juge de la Cour suprême aux États-Unis qui a un mandat à vie. Mais professeur, les États-Unis, la Cour c'est pas pareil. Voilà, j'adore les Africains. J'adore les Africains. C'est-à-dire que... Il faudrait poser la question. Oui, mais il faut la poser. C'est naturel. Au Ghana également, les responsables de l'élection ont un mandat à vie. Quelle est la philosophie qui gouverne ce choix? Si, par exemple, vous devez faire, comme dans le cas de l'élection de Al Gore et Bush, c'est-à-dire que c'est le juge de la Cour suprême aux États-Unis qui a tranché, alors que c'était compliqué. Donc, il a tranché et définitivement, c'était fini. Alors, si 3 ans, 4 ans plus tard, vous devez quitter votre mandat, il est possible que vous ayez des représailles. Voilà. Donc, l'inamovibilité est une garantie aussi de sécurité qui fait que, comme je sais que je n'ai pas à risquer ni l'opprobre, ni les représailles, ni quoi que ce soit, et d'ailleurs, ces représailles, elles ne sont pas qu'intérieures. Ouais, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la problématique de l'intervention extérieure dans les élections, quand on est européen, on craint l'intervention russe, quand on est russe, on craint les interventions occidentales, ainsi de suite. Mais il est possible aussi que chez nous, de telles interventions, de telles interférences puissent arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment, en ayant, encore une fois, consacré ces personnes, de se dire qu'on a donné la meilleure des possibilités, le meilleur des gages, mais attention, c'est vrai qu'il y a un statut, si vous voulez, d'inviolabilité des personnes, d'irresponsabilité aussi, donc qui parle de l'immunité, qu'elles ont l'immunité, mais attention. Et il n'empêche que comme au Ghana, par exemple, ces personnes-là ne sont pas à l'abri de poursuites judiciaires s'il était avéré et s'il y avait des preuves effectives qu'elles avaient été compromises, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas non plus un blanc-seing qui est donné, donc une porte ouverte à faire tout ce qu'on veut. Mais c'est pareil, même dans les grandes démocraties, lorsque vous briguez une autre instance, je pense qu'après ça, si vous n'êtes plus au pouvoir, si vous avez des contraintes judiciaires, on vous poursuit, bien sûr. Le cas avec Sarkozy. Bien sûr. D'accord. Professeur, est-ce que ce dispositif intéresse les Ivoiriens de façon concrète? Oui. Est-ce que ça intéresse? Est-ce que vous êtes allé vers les Ivoiriens pour vous parler de cette idée-là? Alors, bon. Parce que c'est une question très sensible, effectivement. Ouais. Je rappelle, dans les années antérieures, à cause de ces crises pendant les élections électorales, on était à 3000 morts. Donc, on se rend compte qu'effectivement, la question de la suie est une question très sensible qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes allé vers les Ivoiriens pour leur parler de ce Alors, depuis juin que nous avons lancé cette idée, nous avons fait 2 choses. C'est vrai que je répondrai directement à la question que pour l'instant, le grand public n'est pas forcément... Non, mais j'ai vu que vous êtes allé un peu dans des plateaux médias, parler un peu de... Je pense que quand même, on a quand même écho de ce qui se passe dans l'opposition. Merci beaucoup, au moins parce que souvent on nous reproche. Mais donc, j'en donnais voilà, les étapes. Nous avons donc été dans les médias. Ensuite, nous avons émis près d'une centaine de courriers
près d'une centaine de courriers pour toucher à la fois les partis politiques et toutes tendances confondues. Les ambassades. Des ambassades. Voilà, nous avons fait, moi-même, ai été chef de délégation pour aller au NDI, pour aller à Friedrich Ebert, et également pour d'autres organisations. Il y a une délégation qui est partie à la délégation de l'Union européenne, on a vu l'ambassade du Canada, ainsi de suite. Bon, on a essayé, mais il est vrai qu'on doit toujours poursuivre pour aller toucher le peuple dans la ruralité, à l'intérieur du pays, ainsi de suite, pour que ce soit un débat dont tout le monde s'empare. Mais dans notre malheur, on a une bonne nouvelle, c'est que des partis politiques ont décidé de se mettre ensemble. J'allais vous poser même la question. Cap Côte d'Ivoire donc nous a rejoint, a décidé qu'on allait se mettre ensemble pour travailler, pour regarder toutes les propositions et puis affiner la nôtre et puis avoir une proposition commune et consensuelle face à celle que le gouvernement propose. Il y a également ADCI qui a accepté de se joindre à l'initiative, et puis on essaie donc d'entreprendre aussi les amis de Aube Nouvelle pour que justement mais on s'arrête pas là. Je pense qu'avec Aube Nouvelle, le Premier ministre Tobi a proposé aussi de faire des réformes. Mais justement, toutes ces propositions-là, on va les mettre dans un même panier. Enfin, un livre blanc. Merci. Bien structuré. Voilà, et puis le proposer. On essaie aussi de toucher le PPACI et le PDCI-RDA pour que, bon, finalement, ce soit une initiative. Je pense que tout le monde, si l'opposition adhère au projet, c'est ça. Le gouvernement sera en mesure de vous voilà, ce qu'on peut vraiment avec tout ça. D'accord, on va progresser. On a tous vu que tout récemment, le gouvernement a lancé une réunion auquel les partis politiques ont assisté. On vous a présenté un peu le nouveau dispositif électoral qui sera présenté bientôt. C'est un organe composé de 3 piliers. Je pense que si mes idées sont bien, c'est ça, 3 piliers. Ouais. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes partant pour ce format-là? Après tout ce qu'on a connu comme crise en Côte d'Ivoire, est-ce que le format que le gouvernement propose dans l'état actuel est vraiment en adéquation avec les exigences des Ivoiriens? Moi, j'ai été interrogé par 3 ou 4 médias, et puis chaque fois, j'ai fait la question revient. Ouais, cette réflexion. J'ai demandé aux journalistes qui m'interrogeaient, j'ai dit, mais bon, vous parlez de propositions du gouvernement. Est-ce que vous avez déjà vu les propositions? Je dis, oui, mais on a dit qu'il y avait 3 organes. Je dis, oui, mais quelqu'un, en l'occurrence le Premier ministre, convoque des partis d'opposition. Bon, on aurait souhaité qu'il les invite, mais là, tout indique qu'il les a convoqués. Bon, donc il les convoque. Et puis il dit, oui, bon, l'élection là, on va faire une division du travail désormais. Il y a une partie de recensement du vote qui va venir ici, il y a une partie de l'organisation pratique qui va aller là-bas, et puis une partie de supervision, ainsi de suite. Donc, il dit ça. On nous présente le gouvernement ivoirien, c'est tant mieux, comme une structure organisée, de gens sérieux, enfin, que tout est calibré. Et le Premier ministre, quand il fait son discours, il explique qu'ils ont envoyé des missions, il y a des experts qui ont travaillé et tout. Et au moment de recevoir les partis d'opposition, il donne ce squelette. Mais je pense qu'avec tout le sérieux qu'on doit leur reconnaître, au moment où ils rencontrent les partis d'opposition, mais le Premier ministre a décliné toute la loi, si elle existe, et je pense qu'elle existe. Mais pourquoi il ne donne pas la loi? Pourquoi il ne la donne pas là? Pourquoi on regarde? Pourquoi on doit analyser quelque chose qui n'existe pas? Un faisceau de je ne sais quoi. Donc, c'est là où on peut être interpellé sur le vice de la démarche. Parce que vous expliquez, vous présentez une démarche comme la meilleure qui soit, portée par les plus grandes, par toute la bonne volonté. Un instant, moi je vous arrête un instant. Oui, allez-y. Mais certains estiment que par le passé, les partis politiques ont été associés aux questions électorales, mais il y a toujours eu des morts. Peut-être que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement dit non, à partir de maintenant, on va organiser les élections en fonction de notre caricature, de notre vision pour la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est un fait. Oui, c'est un fait légitime. C'est un fait légitime. Il y a plusieurs écoles. On peut estimer que nous sommes le gouvernement. Si je suis le gouvernement, j'ai la légitimité de par l'élection pour agir
pour le bien commun. Donc, j'ai la légitimité, j'ai même le mandat. Donc, si je pars sur ce principe-là, je fais ce que j'ai à faire, je suis responsable devant le peuple de Côte d'Ivoire qui m'a mis là, qui m'a donné mandat pour agir. Donc, c'est une école possible. C'est possible, hein, on peut fonctionner. Tout comme, par prudence, on peut se dire que l'œuvre humaine étant perfectible, les erreurs du passé ne doivent pas conditionner les réflexes d'aujourd'hui, de sorte qu'on n'aille pas penser que comme, et d'ailleurs, il faut analyser la bonne volonté qu'on a mise à appliquer les résolutions du passé, ça aussi il faut le regarder, pour estimer que le consensus aujourd'hui doit prévaloir. Vous savez, récemment, j'opposais, et ça m'est arrivé quelquefois, j'opposais au gouvernement RHDP lui-même les tropismes initiaux qu'il avait exposés, notamment en 2010, quand il, condamnait à l'époque la pratique de la démocratie en Côte d'Ivoire. En gros, dans le projet du Vivre Ensemble de 2010, qui était le projet de campagne du RDR en 2010, il expliquait que l'une des failles de la démocratie ivoirienne, c'était que on estimait que dès lors que des gens sont élus, le peuple qui a élu doit aller s'asseoir et puis les gens gouvernent. C'est écrit exactement comme ça dans le projet de gouvernement. Et il concluait qu'il n'existe pas de délégation absolue du pouvoir, de sorte que aucun candidat, fût-il élu, ne peut s'arroger, n'est-ce pas, la souveraineté qui, elle, appartient au peuple. Vous voyez que, et ça, ce sont des principes généreux qui sont énoncés et ce sont des principes qui sont justes. Donc, au moment de les appliquer, on ne peut pas venir dire j'ai été élu, je fais ce que je veux. Donc, je pense que... Il y a un manque de cohérence. Oui, justement, je pense que sur ce coup-là, M. Begré Mambé, qui a dit au début donc de son exposé que la proposition qu'il faisait, donc la loi future qui va être votée, ne soyons pas naïfs, visait à nous sortir des crises. Non, attention, ça ne sera pas pour voter, attention. N'allez pas aussi loin. Bon. Il visait à sortir des crises récurrentes. Je dis que si c'est ça son objet, s'il fait ce passage en force, on sera là dans 5 ans ou 10 ans. Avec le même cauchemar qu'on a eu avec les années antérieures. Exactement. Parce qu'on n'aura pas évolué. La loi sera passée en force, peut-être, mais on n'aura pas évolué parce que les mêmes récriminations, les mêmes problèmes vont toujours surgir. Donc, si on veut progresser, on est obligé de s'arrêter 2 secondes, de s'asseoir et puis d'analyser froidement. Il faut procéder par le dialogue. Oui, par le dialogue, la concertation, pas de choix. D'accord. D'accord. Donc, on va progresser. Parlons maintenant de l'indépendance. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la CEI. Oui. Vous avez donné vos apports sur ce nouveau concept électoral. On va parler maintenant de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a son 66 ans. Je pense que c'est quand même assez débré. Même si ça ne vaut rien dans la vie d'une nation, mais c'est quand même bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que notre pays est un pays souverain dans toute sa splendeur, en termes social, économique, etc. Oui, c'est une vaste question qui revient régulièrement. C'est la preuve que la question n'est pas tranchée et que il y a dans le public, dans le cœur de la nation, comme on dit, une inquiétude lancinante sur ce qui est notre souveraineté, notre possibilité à agir nous-mêmes, à faire nos choix, ainsi de suite. Donc, intuitivement, chacun de nous le vit et le sait. J'aimerais, avec ta permission même pour te tutoyer sur ce plateau, faire observer que pendant longtemps, je me suis intéressé à titre personnel à cette question de la souveraineté. C'est vrai, tel que notre pays a été donc colonisé et qu'il est devenu indépendant, même si après la problématique de l'indépendance se pose, il a accédé à la souveraineté internationale, ça c'est un fait. Il prend ses décisions, il vote ses lois, le président va à l'ONU, fait ses déclarations, ainsi de suite. Donc la Côte d'Ivoire, bon voilà. Mais c'est la question, moi, de la souveraineté intérieure qui, moi, me travaille. C'est vraiment ça. Parce que, telle qu'elle est présentée par tous les partis politiques, même le RHDP, on parle en Côte d'Ivoire de souverainisme. C'est-à-dire comment l'État ivoirien, et d'ailleurs c'est la souveraineté de l'État, comment l'État ivoirien est souverain vis-à-vis de l'État burkinabé, de l'État malien, de l'État français, de l'État belge, néerlandais, ainsi de suite, comme on veut.
Mais très peu souvent, on s'est interrogé sur la question de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire, proclamée dans l'article 50 de la Constitution ivoirienne. Et moi, c'est cette souveraineté-là que je veux voir s'exprimer, la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, en 2026, 66 ans après les indépendances... Donc le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas souverain? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que les Ivoiriens soient souverains. Ah bon? Non, je ne pense pas que les Ivoiriens soient souverains. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que même dans la pratique du pouvoir, même dans l'exercice même de la citoyenneté, mais on le voit, on en parlait en aparté, là, on est en train de changer de monnaie, soi-disant. Quand en Europe, on a dû passer des monnaies nationales à la monnaie commune, donc de l'euro, mais tous les pays, tous les peuples ont dû justement le valider par un référendum. Oui, effectivement. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, là, il exprime sa souveraineté comment? Je l'ai dit en son temps, je le redis ici. Je mets en discussion deux auteurs. Vous avez un universitaire camerounais, mais qui réside aux États-Unis et qui enseigne, qui s'appelle Gilbert Dao, et qui écrit. Mais avant lui, vous avez Geoffroy Kwao, que vous connaissez, qui écrit que contrairement, il dit bien, hein, contrairement à ce qu'on pense en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il écrit. Le chef de l'État n'est pas le souverain dans une république. Ça, c'est Geoffroy Kwao qui écrit. Donc, il nous en donne la leçon. Gilbert Dao, là, qui est aux États-Unis, écrit que dans les pays d'Afrique francophone, ce n'est pas que les individus pensent que le président est le souverain, c'est pas ça. C'est qu'en réalité, c'est le président qui est le souverain, alors qu'ils sont dans une république. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous et moi, nous savons qui a la réalité du pouvoir, qui est le vrai souverain. Le peuple de Côte d'Ivoire qui est dehors là, il n'est pas souverain. Lui-même, le peuple là, il sait qui est souverain ici. Il le sait. Je pense que quand on regarde la Constitution, c'est non, la Constitution énonce, il y a ce qui est de l'ordre, il y a deux ordres. Parce que il y a ce qui est non, vous avez ces militaires. Bon, voilà. C'est pas encadré. Voilà. Non, mais la Constitution proclame article 50 que le peuple de Côte d'Ivoire est le souverain. Que aucun individu ni aucune section du peuple ne peut s'arroger cette souveraineté-là. Ça, c'est la Constitution qui dit, effectivement, vous venez de citer l'article 67, le président de la République, le chef de l'administration, il nomme aux emplois civils et militaires. Donc, vraiment, il a vraiment toute l'étendue du pouvoir. Mais, en réalité, dans les faits, nous avons intuitivement, entre l'officiel de ce qui est proclamé, le réel de ce que nous vivons, nous savons que le peuple de Côte d'Ivoire vraiment ne peut pas proclamer qu'il est une souveraineté quelconque. Et c'est d'autant plus grave. Moi, je suis en train de l'écrire. Dieu merci. Maintenant, dans ce mois d'août, là, on va annoncer la sortie du livre. Tout le principe du livre, c'est de revenir là-dessus. La place de l'État dans notre pays. C'est quoi la souveraineté populaire dans notre pays? Quelle est sa vérité? Et ensuite, nous qui proclamons être une république, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le cas? Donc, je crois que l'indépendance à Côte d'Ivoire doit nous amener, quand on a été colonisé comme on l'a été, et qu'il y a une partie de notre pays, c'est-à-dire ceux qu'à l'époque on a appelé des indigènes et qui aujourd'hui sont censés être devenus des citoyens, est-ce que leur situation a évolué? Est-ce qu'ils pèsent d'un certain poids dans la vie nationale? Est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce qu'ils sont simplement des faire-valoir? Ce qui est ma conviction intime. Quand vous regardez la façon dont le pays est organisé. Dans vos dires, on a l'impression que en Côte d'Ivoire, on a une partie qui s'arroge tous les bénéfices, oui. Et puis on a les prolétaires qui sont là. Mais oui, je vais vous expliquer historiquement. Comment ça s'est fait. Je l'ai déjà dit. Pour ça, c'est pas quand même trop dit de votre part. Non, ce n'est pas trop dit. Vous savez, quand je l'écrivais, j'avais moi-même le sentiment d'exagérer. Franchement, à un certain moment, je me suis dit, c'est très grave ce que vous dites. Heureusement, à la fin, dans la recherche documentaire que j'ai effectuée, je suis donc tombé sur l'ouvrage de Gilbert Dao, qui est un ouvrage récent, hein, qui est un ouvrage très récent, le Code de l'indigénat ou la naissance des États autoritaires en Afrique. Alors, Gilbert Dao nous donne une analyse qui, elle, est sociologique, elle est limpide. Elle est sociologique. C'est pour cela que je pense, tout littéraire que je suis, je pense que l'enseignement réel de l'histoire
doit reprendre sa place. Tout littéraire que je suis. Vous voyez, Gilbert Doro explique. Que quand la colonisation s'est constituée, elle s'est constituée autour de 3 groupes sociaux. Vous avez d'abord les Blancs qui font la colonisation. Donc, certains viennent représenter leurs États ici. Et juste au-dessous d'eux, vous avez ce qu'on appelait les évolués, qui, participant à la vie administrative de la colonie, ont bénéficié, si vous voulez, du statut de citoyenneté par dérivation de la France. Et au bas de la pyramide, tout à fait en bas, vous avez maintenant ce qu'on appelle les indigènes, qui donc, dans les faits, c'est historique, étaient régis par le code coutumier ou le code de l'indigénat et qui n'avaient pas, justement, de statut de citoyen à l'époque. Quand nous devenons indépendants, eh bien, ils doivent avoir évolué vers ce statut pour acquérir la condition de citoyen. Mais la citoyenneté, là, c'est pas une vaine proclamation. C'est ça. Quand on dit que quelqu'un est citoyen, il y a des attributs qui sont attachés à cette condition. La première étant la liberté de s'exprimer, le pouvoir attaché à sa condition et, si vous voulez, égalité entre tous les citoyens. Ce qui fait que personne ne peut se proclamer, par exemple, supérieur à un citoyen. Moi, il y a une phrase célèbre, vous n'avez pas de carte d'identité, donc ne vous mêlez pas de débat constitutionnel. Alors que quand vous regardez la Constitution, la première phrase, nous, peuple de Côte d'Ivoire, donc celui qui proclame, qui a écrit la Constitution, qui l'a proclamée, c'est le peuple. Donc, nous, peuple de Côte d'Ivoire, il décline un certain nombre de valeurs et puis il s'attache à un certain nombre de principes et de lois, de règles qui doivent régir l'État. Comment le citoyen qui dit « Moi, peuple de Côte d'Ivoire, je proclame cette constitution », on peut lui dénier le droit d'intervenir sur des questions qui regardent la même constitution. Donc, il y a, si vous voulez, ce désordre cognitif-là qui fait que finalement, je pense que la question de la souveraineté ivoirienne doit se poser avec acuité. D'accord, bon, je pense qu'actuellement, on fait le bilan, parce qu'on est à 66 ans. Ouais. Voilà, c'est l'heure de faire le bilan de nos acquis avancés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, en termes de liberté d'expression, la Côte d'Ivoire est au top niveau? Alors, il y a un ouvrage célèbre que les gens de ma génération, ceux qui n'ont pas beaucoup lu, dont ils connaissent le titre, bon, ceux de ta génération, malheureusement, ça peut leur évoquer quelque chose, mais il faut que, à la faveur de cet entretien-là, tout le monde aille. C'est le livre de Jean-Marie Adiafi, Silence, on développe. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, la liberté d'expression est contredite par le devoir du développement. C'est-à-dire, on dit, on doit développer le pays, taisez-vous. Vous voyez, le citoyen est sommé d'obtempérer, de se taire, de mettre à plus tard ses desiderata, de mettre à plus tard ses attentes, sous prétexte que le pays et que l'urgence du pays, c'est de se développer. Mais ça fait 60 ans, 66 ans que ça dure. Le même reproche était fait pendant les indépendances. Le même tropisme a été utilisé pendant la colonisation. Et c'est le même tropisme qui est utilisé aujourd'hui, qui fait que si on a besoin, on dit, il y a 2 échelles de priorité. Il y a donc la démocratie, la liberté, mais il y a le développement. Donc, si on veut le développement, on doit mettre à plus tard, justement, nos attentes en termes de liberté, en termes de droits, parce que le prioritaire, c'est bien que le pays soit... J'ai posé la question. Oui. On voit tout sur les réseaux sociaux. Hein. Les jeunes ont peur vraiment de s'exprimer. Ouais. Quand on va à des conférences et autres, même quand on fait des meet-up en ligne, lorsqu'il y a des vrais sujets qui concernent la sécurité nationale ou bien le développement de la Côte d'Ivoire, on est à peu près 200 à 300 connectés. Mais lorsqu'il y a des buzz en gris sur des influenceurs, que je vais qualifier peut-être des influenceurs, ils sont à 1000, 200, 300 000. Oui. Donc le débat ici se pose sur la question de la liberté d'expression. Avant la liberté d'expression, c'est... Vous dites... Parce que non, je dis l'indépendance aujourd'hui, oui, c'est dans toute sa globalité. Il faut qu'on en parle. Tu as raison de poser le problème. Mais il s'insère, de mon point de vue, dans ce que nous disons être devenus
et que nous célébrons. Si nous sommes devenus indépendants, nous célébrons quelque chose. La République de Côte d'Ivoire. Tout comme nous avons dépassé un stade, la colonie de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Il y avait la colonie de Côte d'Ivoire. Elle est dépassée. Nous sommes devenus indépendants. Donc, nous sommes entrés dans la République de Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de République, si nous sommes donc entrés dans la République, il y a un animateur de cette République, le citoyen, donc le jeune dont vous parlez. Et où ce jeune est formé? Pour qu'il réponde justement à cette invitation au débat où vous ne le voyez pas. Il est formé à l'école. Je disais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'école républicaine française. L'école là, elle n'est pas née dans la République. Dans la République, elle est devenue l'école républicaine. Parce qu'on a estimé que si on est entré, de même que dans le cadre monarchique, ça c'est en France, dans le cadre monarchique, vous avez une poignée d'individus qui doivent agir, qui doivent décider pour le compte de tout le monde, c'est ceux-là qu'on forme. C'est logique, c'est ceux-là qu'on forme. Mais quand vous êtes rentré dans un principe républicain, où c'est le citoyen qui se prend en charge, donc il faut former le citoyen à la citoyenneté. Le former à la citoyenneté, c'est le former à la politique. C'est le former à ses droits, c'est le former à ses devoirs. Non, une école qui n'a pas formé à la République. Un citoyen qui vote, qui est actif sur le terrain de la citoyenneté, c'est une école qui a trahi sa mission. Donc, il faut qu'on ait celui qui comprend la réalité. Mais oui, c'est écrit dans la Constitution à l'article 13. Le rôle de l'État, c'est de former à la citoyenneté, de former aux droits de l'homme, de former à la République. Parce que quand on fait de la prospective, on se rend compte que dans 5 ans, on n'aura pas de citoyens. Or, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On dit, occupez-vous de vos affaires, allez chercher du travail, et ainsi de suite, laissez la politique. C'est ça qu'on leur dit. Or, si on est une république, c'est pas ça qu'on doit leur dire. Les Français à l'époque disaient que l'homme, le citoyen, est un homo suffragans. C'est l'homme du suffrage. C'est l'homme qui délibère et c'est l'homme qui vote. Or, pour délibérer et pour voter, il faut comprendre les enjeux de la citoyenneté. Et donc, l'école là doit le former à ça. Si vous ouvrez le site internet du ministère de l'Éducation nationale en France, les premières valeurs de l'école que vous allez voir, ce sont celles-là. Allez-y tout de suite. Ouvrez le site internet du ministère de l'Éducation nationale en France. Nos valeurs, ils vous mettent la citoyenneté. Ils déclinent que la citoyenneté vient des valeurs de la Révolution française de 1789. C'est écrit. Pour faire comprendre aux citoyens français, il faut avoir le sens de la République. Et les enfants, déjà à 16 ans au lycée, ils sont dedans. Mais je crois qu'il y a eu des élus en France, hein, tout récemment. Municipal, il y a eu des élus. Des jeunes de 18 ans, jeunes mères. Et donc, nous, on croit qu'on est intelligent à chasser les jeunes de la politique. C'est la chose la plus... Bon, je ne veux pas dire de grossièreté, mais d'accord. Le choix le plus... on va évoluer. Oui. Bon, aujourd'hui, on célèbre l'indépendance. Hein, voilà. Les peuples ont été désignés comme une haute. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est très bien. Les festivités, il faut les faire. Il faut qu'il y ait cette enthousiasme. On a tous les réseaux sociaux estimé que bon, tel que ce qui a été dit, ce qui a fusillé, non, c'était pas bon de le dire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Non, mais je pense, il y a toujours... pas mettre la boisson au centre des choses. Oui, il y a toujours un peu de polémique et tout. Et je pense que notre problème républicain ou citoyen ne va pas se régler en une journée ou en une demi-journée. C'est vrai que c'est le thermomètre. Il ne faut pas casser le thermomètre, mais il y a la fièvre qui est derrière. Donc, je crois que c'est un travail de toujours. C'est un travail de toujours. C'est pas la journée d'indépendance là qui va changer quoi que ce soit. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Faire des améliorations. Voilà, pour travailler vraiment. D'accord, il faut qu'on va terminer avec votre livre qui va sortir bientôt. Oui. Est-ce que vous nous en parler un peu du livre? Oui, j'ai soupiré vraiment pendant longtemps après ce bouquin-là, que je me devais à moi-même. Oui, il était temps, parce qu'on le réclamait sur les réseaux. À chaque fois, on voyait les préfaces. Donc, c'est quand la date, c'est quand? Voilà, que je me devais à moi-même, que je devais aussi à mes amis d'Objectif République, parce que c'est un peu ça notre ligne directrice. Et puis, avant le 20 août,
on aura enfin tous ensemble la primeur du titre qui est un titre assez voilà. Et puis en septembre on va regarder son coulisses. Voilà. Si. Donc merci, je profite de la dernière question là pour te remercier pour l'invitation et tous nos amis qui nous ont accueillis dans les studios, qui ont été très bienveillants avec moi-même. En tout cas, merci pour ces efforts, pour ce que vous faites. D'accord, un dernier mot de fin au niveau de la jeunesse africaine. Quoi qu'on dise, on voit avec nos jeunes beaucoup d'efforts pour s'accrocher, pour tenter de faire des choses dans tous les domaines, domaine de la culture, du sport, de l'entrepreneuriat, mais aussi il faut venir de plus en plus en politique. Il faut être vraiment des citoyens actifs, parce qu'on doit tout faire, on peut tout faire, mais le principe individualiste là ne doit pas nous pousser à nous dessaisir de nos devoirs envers la communauté, envers les autres. Donc je les invite à regarder, à s'étonner. J'aime bien cette citation de Platon là, s'étonner. La philosophie n'a pas d'autre origine. Donc il faut être inquiété par le cours de l'histoire du monde, il faut s'en étonner, il faut en être interpellé. C'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut trouver son chemin. Je souhaite une très bonne fête d'indépendance à chacune et à chacun, et je dis bonne chance et bonne continuation dans les œuvres qu'on peut conduire chacun. Merci docteur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on va terminer aussi avec la citation de Platon. Oui. Voilà, s'étonner, la philosophie n'a point d'autre origine. Voilà. Sur ce, bonne soirée, bonne fête d'indépendance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt.